Nous sommes le mercredi 18 mars. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une, j'espère que vous allez bien ce matin. Grosse journée au Québec, c'est jour de budget, donc on va vous présenter les premiers éléments de ce que l'on sait, de ce qu'il y aura dans ce budget, de ce qu'il n'y aura pas non plus, alors qu'il y a beaucoup de demandes. On vous parlait hier notamment du système de santé où les demandes sont très nombreuses. Encore hier, c'était la Cité de la santé de Laval qui faisait état des millions nécessaires pour l'agrandissement de l'hôpital. Donc, c'est entre autres ce qu'on va surveiller. Et Karine Matheux sera avec nous. Il y a des demandes aussi dans le milieu communautaire. Karine va nous faire un portrait, donc juste avant ce bilan Girard, dernier bilan d'Éric Girard qui sera présenté un peu plus tard à Québec aujourd'hui. Petit mot sur les pannes. On vous a beaucoup parlé de ces pannes de courant, de ces foyers sans électricité en raison des forts vents qui ont soufflé dans les dernières heures. Ça a beaucoup diminué. Je vous rappelle qu'au plus fort, il y avait 315, 320 000 clients d'Hydro-Québec sans électricité. Ce matin, on est autour de 35 000, un peu plus de 35 000. Puis depuis le début de la matinée, depuis que je surveille les chiffres, là, on a vu quelques centaines de foyers être rebranchés. Donc, si vous êtes toujours, vous connaissez des gens qui sont toujours sans électricité, ça devrait s'améliorer. C'est la Montérégie qui est encore la région la plus touchée, avec 10 000 adresses sans électricité ce matin. L'équipe est réunie autour de moi. Julie-Jasmine Boudreau à la culture, Olivier Pellerin au sport et Véronique Mirand à la météo. Bonjour à vous trois. Bonjour. C'était beau, ça, tout en cœur. J'ai dit 18 mars, mais j'aurais pu dire 18 janvier. Ah, c'est vrai. C'est froid ce matin. C'est dur. C'est dur ce matin. J'étais tout enthousiasme et j'arrive, puis je dis aux collègues, c'est la journée de répit. Vlan. Il fait froid. Et là, il fait frais. Je dis, bon, OK, il n'y en a pas de journée de Parce répit. qu'il y a du soleil, c'est ça? Je me disais un petit peu de soleil, des vents moins intenses, parce que quand même, au-delà de 100 km à l'heure, les rafales hier, 104, 107, ça déplace, ça dérange. Donc, on a mis de côté les vents, on amène un peu de soleil, mais je vous le donne, il fait froid. Il fait froid. Moins 11 en ce moment au centre-ville, mais moins 28 du côté de Val-d'Or. Alors, refroidissement éolien, oui, ce matin, près de la barre des moins 18 à Montréal, près de la barre des moins 30 si on s'élève un petit peu plus au nord. Donc, froid dur, oui. Températures qui vont remonter mi-journée, sud du Québec, moins 3, moins 6 degrés. On perdra tranquillement le soleil au profit des nuages cet après-midi. Là, ça va devenir un peu plus variable, puis ça va s'ennuager partiellement au cours de la soirée de la nuit prochaine. Les températures redescendront un petit peu moins la nuit prochaine. Moins 4 à Montréal, quand même moins 8, moins 10 vers l'Estrie, les Laurentides, la Naudière, secteur de Québec et l'Outaouais. Demain, les nuages seront présents et là, on a plusieurs systèmes qui vont se succéder. Donc, de petits systèmes qui arrivent de l'ouest, beaucoup moins puissants que ce qu'on a connu dernièrement. Peu de précipitations, mais quand même, ça peut déranger. Alors, demain, en après-midi, faible neige intermittente. Ça laisse presque rien, là, une trace, 1 centimètre ou 2 à Montréal, 2 à 4, peut-être un petit peu plus au nord, c'est tout. Les températures 0,2 degrés, donc limite assez fondant aussi. Ce sera un peu le même scénario vendredi avec moins de précipitations, surtout des nuages, 0,2 degrés, puis ça se passe un petit peu plus au nord pour ce qui est des flocons. À surveiller en fin de semaine, un autre système de la même nature, mais là, les températures remontent un petit peu plus en fin de semaine. Alors, il pourrait y avoir un mélange de précipitations là-dedans. On parlait de froid, l'Abitibi, sous le soleil, oui, le maximum, c'est moins 7 aujourd'hui. Tout l'est du Québec, ça s'améliore. Les vents demeurent présents quand même sur la Côte-Nord, la Gaspésie, mais ça va diminuer en cours de journée. Moins 8, moins 10 au thermomètre sous un ciel variable dans l'ensemble. Territoire ontarien, des nuages principalement au nord, 2 à 5 cm de neige vers Sudbury aujourd'hui. Les températures légèrement sous zéro. Toronto-Windsor, on atteint 0, 1 degré. Ça s'ennuage tranquillement. On aura des flocons fondants ce soir, limite brune verglaçante. Même chose pour Ottawa. Un peu de soleil, légèrement sous zéro côté Mercure. Dans l'ouest, la pluie forte se poursuit à Vancouver, 11 au thermomètre. Et le temps doux dans les prairies s'installe un peu partout. Là. C'est du 12 à 17 pour l'Alberta. Ce sera assez venteux. Ciel variable dans l'ensemble. Ennuagement sur le sud de la Saskatchewan. On atteint 8 aujourd'hui. Et du côté de Winnipeg, on est sous zéro ce matin. On passe au-dessus du point de congélation aujourd'hui. Ça reste assez nuageux. Il peut y avoir des flocons, mais la douceur s'installe dans l'ouest pour les prochains jours partout. Bon, alors tant mieux. Tant mieux pour eux. Un jour, ce sera le 1er mai. Chaudement Mathieu. si vous sortez ce matin. Oui, ça c'est évident. Ça, c'est évident. Merci beaucoup, Bonne Véronique. journée. Bonne journée. Julie-Jasmine, je me tourne vers vous. Plus tard à l'émission, vous allez nous parler de la bande-annonce de Dune, le dernier Dune réalisé par Denis Villeneuve. Hier, on a présenté ça au public. Il y avait un événement de presse lundi.
un grand engouement mondial, 2 minutes 30. C'est quasiment un micro-métrage. Juste la bande-annonce à elle seule. Alors, j'ai bien hâte de vous en parler parce que Denis Villeneuve a dit que c'était probablement son film le plus personnel. Ah bon? On va y revenir plus tard à l'émission. Parlons sport maintenant. Suzuki revient le long de la rampe. Il hésite. Remet derrière Alain Hudson. Hudson avec une feinte. Au départ de Pasterniak. Hudson derrière à Suzuki. Tire! Quelle façon d'atteindre les 40 buts! Le but gagné! Oui, c'était un bon et le but, ça, de Pierrot, franchement. Très senti. 40e but pour Cole Caulfield, Olivier. Et une victoire du Canadien en prolongation face aux Bruins, en plus. Il était attendu, ce 40e but. Cole Caulfield était présenté comme un potentiel successeur, justement, au grand marqueur du Canadien de Montréal. La dernière fois que c'est arrivé qu'un joueur du Canadien atteigne le plateau des 40 buts, c'était lors de la saison 93-94. C'était Vincent Danfous qui l'avait fait. Commence à faire un moment, là, à 22 ans. Donc, c'était attendu. Cole Caulfield qui avait flirté avec le 40 l'an passé avec 37 buts, mais là, voilà, c'est fait. Il a marqué hier ce but vainqueur alors qu'il ne restait que 22 secondes à faire à la prolongation pour atteindre non seulement ce plateau des 40 buts, mais pour donner la victoire aux Canadiens, une victoire de 3-2 face aux Bruins de Boston dans une soirée où ça a été un match très serré. Peu de choses se sont données sur la patinoire. Ils ont échangé coup pour coup les deux équipes qui sont engagées dans une bataille pour une place en séries éliminatoires. Malheureusement, c'est peut-être un petit point cédé hier aux Bruins avec cette prolongation, mais quand même, le Canadien a été l'équipe qui est ressortie avec les 2 points. Ça a été très satisfaisant, bien sûr, pour Martin Saint-Louis, pour les joueurs de l'équipe qui ont pu souffler un peu. On parle beaucoup de l'importance de cette semaine, mais aussi de l'importance des matchs qui viendront parce qu'il y a plusieurs matchs contre des rivaux directs. Donc, d'aller chercher cette victoire hier a été exceptionnel, mais c'était aussi la fête pour célébrer justement ce plateau atteint par Cole Caulfield. On peut d'ailleurs entendre Cole Caulfield parler de ce but marqué de ce plateau atteint hier. Ah, on l'a pas. Cole Caulfield qui a été, je vous résume. On l'imagine content. Imaginez-vous, moi, en Cole Caulfield. Donc, dans le vestiaire, ce qu'il a dit, c'est que c'est un plateau important pour lui, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que l'équipe a bien joué, que l'équipe fait le travail nécessaire pour lui permettre justement d'avoir l'espace sur la patinoire pour marquer. C'est ce qu'il a fait 40 fois cette saison. Et il a d'ailleurs salué le travail de l'équipe. Je pense qu'il a été bon enfant quand même de faire ça. Quoi qu'il faut qu'il reconnaisse aussi qu'il a un énorme talent. Et ça, on l'a vu tout au long de la saison. Martin Saint-Louis, par contre, en a parlé de Cole Caulfield. On l'écoute. Moi, Cole, il est capable de marquer des buts, mais moi, j'ai beaucoup aimé le reste de sa game à soir. T'sais, quand il joue comme ça, il va avoir plus de chances de marquer. T'sais. Puis c'est un peu comme le reste de notre équipe. Je trouve qu'on a joué à nos standards qui garantissent rien. Mais je suis content qu'on ait cherché 2 points. 2 points très importants. Donc, il reste 15 matchs à faire. Le Canadien est toujours 3e dans l'Atlantique avec 84 points. Les Bruins, qui est la première équipe repêchée, en a 82. Tout comme les Red Wings de Détroit, qui en ont 82 aussi. Ce sont les prochains adversaires du Canadien. Et le Canadien sera sur la route à Détroit pour les affronter jeudi. On boucle la boucle sur le baseball en terminant pour dire que c'est finalement le Venezuela qui a gagné la Classique mondiale. Oui, et contre toute attente, contre les Américains qui étaient pourtant à la maison, qui étaient des favoris et qui ont resserré la marque à 2-2 en 8e manche avec un coup de circuit de Bryce Harper. Mais c'est Eugenio Suárez qui est venu jouer les héros lors de la dernière manche, cette 9e. Il a frappé un double qui a permis à Javier Sanora de croiser le marbre et donc de permettre aux Vénézuéliens de remporter ce match 3-2. C'était la toute première participation pour le Venezuela à une finale de la Classique mondiale. Pourquoi pas le faire dès la première fois? Ils ont décroché le titre contre les Américains. Je pense qu'il y en a certains qui vont garder des souvenirs bien longtemps de cette classique mondiale de baseball. Merci Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À la une des différents quotidiens de ce matin, on va commencer en parlant de la Presse Plus. Vous avez peut-être entendu parler de ce meurtre dans un dépanneur Fleur Bleue à Montréal. Le propriétaire du dépanneur Chong Woo Kim qui a été poignardé la semaine dernière, jeudi, alors qu'il était dans son dépanneur. On apprend donc que l'homme qui a été arrêté pour ce meurtre avait fait l'objet d'un signalement de la part d'un hôpital, un hôpital qui a sonné l'alarme il y a 8 mois au sujet de Xavier Gelatli.
donc 8 mois avant ce meurtre gratuit du propriétaire de dépanneur, il y avait le réseau de la santé qui avait sonné l'alarme. C'est le 4 août dernier, en fait, que c'est un psychiatre du CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal, qui a essayé, mais en vain, d'obtenir qu'il soit gardé à l'hôpital contre son gré. C'est ce qu'ont confirmé à la presse des sources qui ne sont pas autorisées à parler aux médias. On fait le portrait donc d'un homme, Gélatli, qui vivait dans une maison de chambre du plateau Mont-Royal, qui était de plus en plus désorganisé, qui avait un comportement erratique, qu'il y en a qui avaient peur de lui également. Mais la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger indique qu'un agent de la paix peut amener une personne à l'hôpital de force, mais seulement s'il a des motifs de croire que son état mental présente un danger grave et immédiat. On peut faire une garde préventive de 72 heures. Il y a une évaluation psychiatrique qui peut être faite. Il y a une garde provisoire aussi qui peut être demandée. Et dans cette situation, il y a un juge qui doit autoriser la garde et il décide de la durée de la garde qui ne peut pas dépasser 144 heures. Donc, il y avait beaucoup de signes avant-coureurs. Il avait un dossier judiciaire bien garni. Il y a également le système de la santé qui avait tenté de le garder sans succès. Vous pourrez lire les derniers détails, derniers développements dans cette affaire troublante. C'est dans la presse de ce matin. Toujours sur la scène judiciaire, si on veut, c'est dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Davantage de sanctions contre les juges fautifs. Le ministre de la Justice du Québec qui veut donner plus d'outils punitifs au Conseil de la magistrature. Un nouveau projet de loi qui sera déposé pour que les juges soient sanctionnés à la hauteur de la gravité de leurs gestes. C'est ce qu'a appris le Journal de Montréal et le Journal de Québec. On veut entre autres s'inspirer de ce qu'il y a en Ontario. Il y a toute une gradation dans les sanctions qu'on peut imposer aux juges, notamment une suspension de salaire pendant une certaine période de temps. Ça inspire le ministre Simon Jolin Barrette qui veut aussi plus de transparence, rendre le processus des plaintes plus transparent, que ce soit accessible éventuellement aux membres du public. Donc, vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. En une du Devoir, à quoi ressemblerait un retour du gaz de schiste au Québec? L'industrie voulait forer 20 000 puits entre Montréal et Québec après avoir lancé l'exploration sans évaluation environnementale. On revient là-dessus parce que, évidemment, la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, a rouvert la porte à l'exploration en ce qui a trait au gaz de schiste. Donc, on revient là-dessus. On nous rappelle que c'est la CAQ, le gouvernement caquiste, qui a adopté en 2022 une loi qui a mis un terme à tous les projets pétroliers et gaziers. Donc, Christine Fréchette estime qu'il faut considérer la possibilité de relancer l'exploration gazière par fracturation dans la vallée du Saint-Laurent. C'est ce qu'elle a dit, entre autres, à notre collègue Gérald Filion à Zone Économie sur RDI. Donc, vous pourrez lire un retour sur cette histoire-là dans le Devoir de ce matin. En une du Global Mail, on revient sur cette guerre au Moyen-Orient, Israël qui a tué deux hauts responsables iraniens, portant un coup majeur, écrit le Globe, à la direction de la République islamique. Il s'agit, entre autres, d'Ali Larijani, qui était secrétaire au Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran. Il était considéré comme une des figures les plus puissantes du régime et a toujours ses inquiétudes croissantes en ce qui a trait, évidemment, à la circulation ou la non-circulation des navires dans le détroit d'Ormuz. Et je termine en vous parlant du site Internet de Radio-Canada sous la plume de Denis Wong et de Daniel Blanchette-Pelletier. On revient sur ce mouvement MAGA, Make America Great Again, qui appuie évidemment le président américain Donald Trump, qui se déchire à sa base en raison de cette guerre au Moyen-Orient. Plusieurs se demandent où est passé ce slogan « America First », l'Amérique d'abord du président Trump. Alors, il y a vraiment des voix influentes dans le mouvement conservateur aux États-Unis qui remettent en question cette guerre au Moyen-Orient. Vous pourrez lire cette analyse et l'avis d'experts sur le site de Radio-Canada ce matin. Karine Matteux est en studio avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Mathieu. Alors oui, jour de budget au Québec. Le ministre des Finances, Éric Girard, va présenter son 8e budget, son dernier également, ça on le sait. On a parlé d'un budget sobre, c'est comme ça qu'il l'a lui-même qualifié. Pas le temps de faire des nouvelles promesses. Évidemment, il y a un contexte politique assez particulier au Québec. Exactement. Le ministre l'a mentionné hier, pas le temps de faire de nouvelles dépenses dans un contexte aussi incertain. Le parti aura par ailleurs une nouvelle chef dans un mois. Le déficit est d'environ 12 milliards de dollars et le ministre souhaite un retour à l'équilibre budgétaire. Je vous laisse entendre le ministre Éric Girard. Il y a une campagne électorale, il y a un contexte économique incertain avec la révision de l'accord de libre-échange au mois de juillet 2026, qui est la grande incertitude qui pèse sur l'économie québécoise. À court terme, il y a une guerre au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz est fermé, donc il y a énormément d'incertitudes.
Il y a une campagne électorale qui s'en vient. C'est pas le moment de faire de nouvelles dépenses, de nouvelles promesses. Voilà, le ministre a mentionné qu'il y aurait tout de même certaines mesures ciblées là, en santé, en éducation et dans les infrastructures. Et hier, comme le veut la tradition, il a annoncé une mesure de son budget. Il s'agit de la conversion de 5 000 places de garde non subventionnées en places subventionnées au tarif préférentiel de 9,65 $ par jour, une mesure qui coûtera 400 millions de dollars sur 5 ans. Oui, vous disiez que les besoins sont grands. C'est vrai, on l'a vu encore hier en santé, ces hôpitaux dans plusieurs régions du Québec qui auraient besoin d'un bon coup de rénovation, de réfection. Il y a aussi le milieu communautaire qui s'attend et qui aimerait avoir plus d'aide. En tout cas. Voilà, qui est sous pression. À l'organisme Ressources Espace Famille à Québec qui offre de l'aide alimentaire, les installations sont à l'étroit, elles ne sont pas adéquates pour répondre aux gens qui sont dans le besoin et pourtant les demandes ne cessent d'augmenter. Voici la directrice générale Cindy Lee McKenzie. On vit avec les déshumidificateurs. Vous voyez aussi avec la capacité électrique du bâtiment est atteinte, fait que ça nous prend des glacières pour pouvoir respecter la chaîne de froid. Par mois, c'est 400 à 500 familles qui vont recevoir 2 fois de l'aide alimentaire. Alors, depuis 2022, les demandes d'aide alimentaire ont bondi de 30 % dans la province. Les banques alimentaires demandent donc 30 millions de dollars pour mettre à jour leur installation et 30 millions pour acheter de la nourriture. Le ministre Éric Girard a laissé entrevoir qu'il y aurait de l'argent pour les banques alimentaires et les organismes en itinérance et ceux qui aident les femmes victimes de violences conjugales. Combien, on ne le sait pas, mais il y a urgence d'agir, juge la directrice de la Maison Hélène Lacroix de Québec, Julie Beaulieu. À un moment donné, faute de place, faute de ressources, faute de services, bien, il y a beaucoup de femmes qui vont retourner dans leur milieu violent parce qu'ils n'y arrivent pas. La situation est rendue catastrophique, là, selon moi, ça ne peut pas durer. Et on parlait de ce contexte particulier. Évidemment, il y aura des élections à court terme, nouveau chef de la Coalition Avenir Québec. Il y a cette pression à la hausse sur les prix, entre autres à la pompe. Qu'est-ce que les gens attendent de ce budget? Bien oui, je suis allée dans la rue. Je leur ai demandé, selon vous, dans quel secteur le gouvernement devrait-il investir? Quelle est la priorité, selon vous? Voici quelques réponses. Protection de l'environnement. Oui, la protection de l'environnement. Je dirais en santé mentale. Dans la santé et l'éducation. Actuellement, je dirais le logement. Pour moi, c'est à peu près ce qui est le plus important. Quand on a un toit sur la tête, on peut s'occuper du reste. Là. Tant qu'on n'a pas de toit sur la tête, on peut pas se nourrir, on peut pas se soigner. Alors voilà, le budget sera dévoilé cet après-midi. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Bonne journée. Qui est en mon pouvoir pour protéger ma famille. Comme mon père faisait-il? Ton père n'a jamais déclenché de guerre, Paul. On est en pleine bande-annonce de Dune 3. Alors, la bande-annonce était très attendue. Imaginez le film. Oui, ça va sortir en décembre, donc on a encore quelques mois à patienter, mais on est 17 ans après le premier. Une bonne promotion, ça, de mars à décembre. Oui. On fait les choses en grand, bien sûr. Alors, 17 ans après la fin du deuxième volet, celui qui est sorti il y a 2 ans, et vous avez entendu Paul Atreides, qui est maintenant empereur. Et vous savez, Mathieu, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça, c'est pas moi, ça vient de Spider-Man. Mais je me trompe d'héros. Non, mais tout ça pour dire qu'on est dans les guerres, on est dans les complots, et ce sera plus sombre, plus tragique, dit-on. On va être quasiment à la limite du très lent. C'est ce qu'a expliqué Denis Villeneuve en entrevue. Et il a dit aussi que c'était plus personnel parce que cette relation entre Paul et Chani, donc c'est-à-dire le personnage de Timothée Chalamet et également de Zendaya. Parlant des acteurs, il y en a qui reviennent. Je parlais de Zendaya, entre autres, mais Jason Momoa, Florence Pugh, il y a également Charlotte Rampling et Anna Taylor-Joy qu'on avait très, très peu vu là, dans le deuxième volet. Alors ça, c'est le troisième et ce sera le dernier. On dit que ce sera une conclusion épique. C'est ce qui est écrit en grosses lettres à la fin de la bande-annonce. Et c'est d'après le deuxième roman de Frank Herbert, là, Le Messie de Dune. Alors, il y a un nouveau venu dans les personnages, c'est Robert Pattinson, qui est un membre d'une société secrète. Là, on le voit un peu dans la bande-annonce. Et lui peut changer d'apparence contre son gré. Alors, pour la toute première fois, là, parce que, on n'avait jamais fait ça avec Dune, ça a été tourné avec des caméras IMAX. Alors, imaginez un peu tout ce qu'on va vivre en termes d'immersion visuelle lorsque le film va sortir. Et ça va se
faire le 18 décembre prochain. Bon, on a la bande-annonce pour patienter d'ici là. OK, un livre qui paraît ces jours-ci sur des anecdotes sur le Star System québécois. Oui, je l'ai oublié à mon bureau, ça tombe mal, mais j'aurais aimé vous le montrer. En tout cas, Daniel Daigneault et Michel Lemieux, ce sont 2 journalistes culturels du milieu québécois. Ensemble, ils cumulent à peu près 70 ans d'expérience. Lui a été Salut, bonjour, week-end. Elle, entre autres, écrit pour le 7 jours. Alors, et on est tous curieux dans la vie de savoir que les gens qu'on admire sont-ils de vrais gentils, de vrais fins. Et c'est ce que vous allez retrouver là-dedans. Il y a un petit palmarès. Et le plus gentil de tous, paraît-il, c'est Joël Legendre. Et on apprend aussi, puis certains subterfuges qu'utilisait Daniel Daigneault pour connecter, entre autres, avec Jean Leloup, qu'on connaît un peu échevelé en entrevue. Il avait posé des questions. On disait, hey, j'aimerais ça m'acheter une guitare. Qu'est-ce que tu me proposes pour arriver à vraiment percer le mystère? Mais finalement... il ne jouait pas de guitare, Daniel Daigneault. Alors, c'est le genre d'affaires que vous allez retrouver. Donc, confidences, anecdotes, ça s'appelle Les coulisses du showbiz et c'est chez Performance Éditions. Ça sort aujourd'hui. Les codes d'écoute des Oscars en baisse? Oui, 17 millions de téléspectateurs américains à l'écoute sur ABC et Hulu. Donc, c'est la transmission la moins regardée depuis 2022, une baisse de 9 % par rapport à l'an passé. On note aussi une baisse de 6 % notamment pour les Golden Globes et les Grammy qui avaient lieu cet hiver. Et je vous rappelle qu'en 2029, la diffusion va passer sur YouTube pour 5 ans. Alors là, évidemment, nos bases de référence vont probablement toutes changer. Mais bref, encore une fois, là, une baisse des codes d'écoute pour les Oscars. Et je termine avec le Festival de Trois-Rivières qui ajoute une quarantaine quand même d'artistes à sa programmation. Oui, on avait déjà annoncé Ice Cube, Papa Roach, Wyclef Jean, Roxane Bruno, mais il y a un autre grand pan. Alors, le DJ d'ici, Mac Desméraud, Soleil Launière, Annie Villeneuve aussi, et ceux que vous entendez, Radio. On se laisse là-dessus? Salut! Bonne journée! Uptown, baby. On est gone la ho. Et c'est là-dessus que se joint à nous Marie-Michel Borduas de la Salle des Nouvelles. Salut Marie-Michel. Bonjour. Taux directeur de la Banque du Canada, ça va être annoncé plus tard aujourd'hui. C'est ce qu'on va surveiller, entre autres. Oui, décision très attendue dans un contexte où les effets des tarifs douaniers imposés par Donald Trump se font de plus en plus sentir au pays, où la guerre en Iran fait planer aussi beaucoup d'incertitudes là, sur l'économie canadienne. La plupart des économistes s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne son taux directeur à 2,25 %, comme elle l'a fait lors des 2 précédentes réunions. Et il y a aussi la Réserve fédérale américaine qui doit dévoiler ses taux directeurs également. C'est aussi le journée de budget en Saskatchewan. Saskatchewan, oui, vous avez parlé du Québec avec Karine, mais oui, Saskatchewan aussi, et déjà le premier ministre Scott Moe a prévenu que le budget sera déficitaire. Et puis en Iran, ce sont les funérailles du chef de la sécurité, Ali Larijani. Pardon, Ali Larijani, je vais le dire, c'est pas si compliqué. Voilà, le haut dirigeant qui a été tué hier dans une frappe israélo-américaine. Ses obsèques sont prévues à Téhéran selon des agences de presse iraniennes et elles vont se tenir en même temps que celle d'un autre dirigeant de la force paramilitaire qui a aussi été tué hier. Pendant ce temps, les frappes se poursuivent de part et d'autre là, en cette 17e journée de guerre. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Alors voilà, entre autres, ce qu'on va surveiller tout au long de la journée. Évidemment, ce budget du Québec va retenir beaucoup l'attention. Aujourd'hui, quels seront les choix du dernier budget d'Éric Girard? Ce sera à suivre plus tard sur nos antennes. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.